Hello Laura, comment tu vas? Eh ben, bonjour Paul, ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Alors en quelques mots, j'ai vu que tu accompagnes les accompagnants et j'aime beaucoup ton, je sais pas si c'est combat le bon mot, mais de ne pas laisser se piéger dans l'espèce de mindset magique et les promesses faciles du business web. C'est à titre perso un gros sujet de mes réflexions en ce moment et de mes déconstructions. Donc je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui, j'ai plein de questions. Et petite fun fact, tu es une exception, enfin, une des rares exceptions de ce podcast parce qu'on ne s'est jamais parlé avant, à part deux, trois emails pour programmer cet échange. Il y a des fois, je dois faire un peu semblant de re-rencontrer les gens et de reapprendre des choses que je connais déjà. Avec toi, je parle vraiment d'une feuille blanche, donc ça rend le truc encore plus excitant, je trouve, de mon côté en tout cas. Euh, voilà, je me suis mis à nu. Avant de commencer, qu'on aille plus loin dans tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, encore une fois, merci d'avoir pensé à moi et de me recevoir ici. Donc, pour que tes auditoristes puissent situer qui je m'appelle Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. À titre personnel, on va dire ça comme ça, pour me présenter, je vais me présenter avec une étiquette de formatrice, parce que c'est ce dont on va le plus parler, j'imagine. Formatrice, autrice, créatrice de contenu. Mon objectif, tu l'as un petit peu évoqué dans ton introduction, c'est de transmettre des savoirs critiques aux pros de l'accompagnement, aux indépendants, indépendantes, hein, d'une manière générale, en articulant une vision systémique et une vision matérialiste dialectique. On reviendra là-dessus peut-être plus tard si c'est un peu pas français, un peu trop jargonneux d'entrée. Et donc, effectivement, j'ai fondé Bien dans ta boîte. Donc, Bien dans ta boîte, c'est de la formation à 98%, pour la faire simple. Donc, on forme des pros de l'accompagnement, principalement des indépendants, indépendantes au sens large. Mon objectif ici, c'est qu'ils arrivent à faire tenir ensemble leurs valeurs et les réalités de leur travail d'accompagnement d'indépendants. Et donc, on a trois gros piliers pour faire simple. Le cadre et la posture, donc je crois que c'est un des sujets qui t'intéressait, la lecture systémique, comme je l'évoquais avant, et les conditions réelles du travail. Et quand on a fait tout ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà un beau boulot. J'aimerais bien qu'on revienne après, du coup, sur Ouais. qu'est-ce que c'est tout, que tu disais jargonneux, Bon. euh, qu'on le rende hyper plus concret. Ouais. Et avant ça, en faisant mes devoirs de renseignement sur toi, sur Mm. ton site, j'ai vu que tu avais eu un parcours hyper varié. Tu vois, en Mm. passant par de la médecine, Mm. du yoga, de la... Comment on dit? J'ai oublié le mot. Plein de choses. Euh, Comment tout ça t'a amené à l'entrepreneuriat ou à l'accompagnement d'autres entrepreneurs? Je dirais que c'est un peu deux parcours de ligne qui au bout d'un moment se croisent, donc à savoir ce parcours universitaire que tu as rappelé dans les grandes lignes, médecine, bio, psycho, puisque psycho c'est le plus gros de mon parcours universitaire. Suite auquel après je suis allée un peu faire ma boîte à outils, on va dire, par moi-même, notamment par des disciplines qui n'étaient pas enseignables et enseignées à l'université, comme le yoga, la yoga thérapie, etc. Et mon parcours personnel, familial, moi je viens d'une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, mes parents, mon frère, le grand-père, l'arrière-grand-père, donc c'est Waouh! un milieu dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai grandi. Et donc je pense que c'est plus qu'à un moment donné, ça s'est croisé, tu vois, et qu'il y a un endroit de jonction. Et puis après, la naissance de les accompagner eux spécifiquement, à la base, cette histoire est partie d'une blague. À la base, c'est parti on organisait une soirée, etc. Bref, j'étais avec une collègue entrepreneuse. Et il y a un gars qui faisait sa conférence, sa présentation. Et je blague avec ma collègue en mode, putain, ça serait quand même trop drôle qu'on fasse un truc, genre, on accompagnerait les entrepreneurs, entrepreneuses, mais à s'occuper d'eux, à aller mieux. Genre, on appellerait ça, genre, bien dans ta boîte, tu vois. Et en fait, c'est parti d'une blague, et puis finalement, ce truc m'est resté en tête. Et je me suis dit, non, mais en fait, il y a vraiment un truc à tirer de ça. Et puis bon, bah après, bien dans ta boîte, t'as connu ces mutations et évolutions. Et donc, on en est là aujourd'hui, quoi. Ok. Bah, t'as répondu un peu en quelque sorte à ma prochaine question. C'était toutes les compétences, qualités que t'avais appris dans ce parcours universitaire hyper riche, comment tu l'appliques aujourd'hui dans ton entrepreneuriat? Ouais, bah, de plusieurs manières, je dirais. Bon, dans les formations, évidemment, que je vais délivrer à proprement parler pour retransmettre des connaissances que j'ai pu apprendre à l'université, puis ailleurs, évidemment, en autodidacte ou dans d'autres formations. Bon, ça, c'est le contenu même de mon travail, quand même, au quotidien. Et puis,
après, ça va s'incarner à des endroits dont on va parler après, c'est-à-dire dans la communication, dans le positionnement qui est le mien et puis qui est celui de bien dans ta boîte, dans les contenus que je vais produire, tu vois. Donc, avec ce souci d'avoir débarqué dans un milieu, enfin débarqué, je peux dire ça comme ça, mais bon, dans ce milieu de l'entrepreneuriat, indépendance, accompagnement, pour faire un truc un peu vite dit, un peu large, où ça y est, je vais être désagréable d'entrée, mais où j'ai trouvé du coup qu'il y avait quand même beaucoup de gens pour dire n'importe quoi, tu vois. Et que du coup, moi, mon problème n'étant pas d'être en désaccord avec certains ou certaines d'entre eux et d'entre elles, mon problème, c'est que quand il n'y a pas de socle théorique, c'est vrai que ça a un peu tendance à me crisper de mais d'où tu parles, à partir de quel référentiel, à partir de quelle théorie, à partir de quelle littérature, à partir de quels auteurs, de quelles autrices, pourquoi tu tires ces conclusions? Si ces conclusions ne sont pas en accord avec le réel, comment est-ce possible que tu ne reviennes pas sur la théorie pour dire bah, peut-être que ma théorie elle fonctionne pas, si le réel me donne tort, il y a un truc qui va pas, tu vois. Donc du coup, ça se matérialise à la fois, bien entendu, dans la partie des formations de la transmission à proprement parler, et puis de la transmission plus globale dans les contenus, dans la communication, dans les projets que je peux avoir aussi à côté, quoi. Ok. Est-ce que tu as un exemple de ce que tu viens de dire, mais sans citer de nom? Tu vois, on n'est pas là pour dire c'est lui qui a dit, Mm. lui ou elle qui a dit un truc mauvais, mais plus de quelque chose qui était enseigné ou qui était dit, euh, que toi tu ne retrouves pas dans la littérature, par exemple, ou qui se reflète pas Ouais, dans la réalité. voilà, je pourrais en donner plein, mais peut-être un truc vraiment très très connu. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu moins à la mode de dire ça. Quand même, le travail de contre-propagande a dû être un peu efficace, mais ça a été le truc, tu vois, méritocratique. Quand tu veux, tu peux. Le choix absolu, on a toujours le choix. Quand tu veux, tu peux. Si tu en es là, c'est parce que tu as fait ces choix-là. Si tu avais fait d'autres choix, t'en serais pas là, machin. Enfin voilà, toute cette rhétorique du mérite, du choix, qui sont des visions purement individualistes. C'est-à-dire, c'est l'individu, lui tout seul, qui fait ses choix, qui construit son petit mérite avec ses petits efforts et ses talents et compagnie, tu vois. Et puis il arrive à un truc, sauf qu'en fait, il y a bon, déjà, il y a un siècle de sociologie pour donner tort à cette vision-là. Déjà, petit un. Petit 2, en fait, encore une fois, moi, ce qui peut avoir tendance à m'agacer, c'est finalement pas tant qu'on soit en désaccord sur la vision méritocratique ou du choix absolu, c'est de ne pas se mettre d'accord sur les présupposés idéologiques, épistémologiques, théoriques qui sous-tendent cette vision-là. C'est-à-dire le fait que il y a derrière ça une vision individualiste. Déjà, premier point, c'est-à-dire on voit l'individu et on considère que l'individu à lui tout seul euh, il peut tout faire, puisque quand il veut, il peut, blablabla, il a toujours le choix, je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'est une vision qui est très très individualiste, c'est une vision qui va évacuer complètement les déterminants sociaux, qui va complètement évacuer les effets structurels aussi de cet individu qui, moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est cet individu, il est pas là, il flotte pas au-dessus des structures comme ça, bah non, il est déterminé, on n'est pas tous partis avec les mêmes chances, on n'est pas tous partis avec les mêmes cartes, on n'a pas tous accès aujourd'hui aux mêmes ressources, etc. Toujours cette idée que c'est la valeur travail, comme ils disent, que c'est les efforts, que c'est le mérite, que c'est les choix. Bon, en fait, quand on regarde des études sociologiques, c'est pas vraiment ça qui joue, hein. Généralement, quand tu regardes les études sociologiques, bah, le plus gros facteur, et c'est le plus injuste de tous, c'est où est-ce que tu es né. Dans quel pays tu es né, dans quelle ville tu es né, dans quelle famille tu es né, dans quelle classe sociale tu es né, à quels capitaux tu as eu accès, capital financier, mais aussi le capital culturel, mais aussi ton capital social, notamment dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, je le déplore, mais un des plus gros facteurs, c'est le réseau. Enfin, le premier gros facteur, c'est l'héritage. Mais soyons clairs. Oui. Mais après, on va dire dans le quotidien de l'entrepreneur, un des plus gros facteurs, qui n'est pas le seul, hein, mais un très très gros facteur, c'est le réseau. Et bon, bah là, on n'est pas tous égaux face à cette vision-là. Donc voilà, il y a un présupposé très individualiste, il y a un présupposé qui voit pas les déterminants sociaux, les structures. Il y a un présupposé très idéaliste. Alors ce que j'entends par idéaliste, il faut l'entendre au sens philosophique, c'est-à-dire que l'idée est première et que la matière est seconde. Et donc ce présupposé idéaliste, il va mener à des visions du monde comme ça de ça tombe du ciel. Tu vois? Genre, ah ben là, il y a un entrepreneur, un individu donc, qui est un homme souvent d'ailleurs. Je vais faire grâce des présupposés Blanc. patriarcaux parce que sinon ça va être très long et racistes aussi. Donc il y a un entrepreneur et puis paf, il a eu une idée de génie
Et grâce à son travail, ses efforts, son mérite, ses choix, boum, il est devenu Elon Musk ou Jeff Bezos ou je sais pas quel autre de la clique, tu vois. Bon, c'est une jolie histoire, mais c'est une histoire, c'est une fable, c'est un mythe, quoi. Il y a un siècle de sociologie pour donner tort à ça. Et au bien même, il y a un entrepreneur qui a eu une idée de génie, bon, ce qui est déjà quand même vulgairement résumé ce qui se passe. Il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur, si vous voulez le lire, qui reprend la biographie de Steve Jobs et qui va la retracer à travers d'autres points de vue, tu vois, à travers le point de vue de sa famille et de tout ce que sa famille lui a permis, toute l'aide qu'il a eue, à travers l'État aussi, puisque notamment son associé Wozniak, si je dis pas de bêtises, il était chez HP, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, d'une manière générale, que toutes ces technologies informatiques sur lesquelles Steve Jobs et compagnie ont pu fonder Apple et développer Apple démarrent aussi de l'investissement de l'État, notamment dans le domaine de l'armée, et de développer ces technologies informatiques, enfin bref. Et puis voilà, et donc quoi qu'il en soit, admettons, passons tout ça, cet entrepreneur, il a une idée de génie, d'accord? Elle vient d'où cette idée? Elle est tombée du ciel et c'est Dieu qui lui a transmis l'idée. Enfin, bon, je ne sais pas, peut-être ces gens sont des prophètes, je ne sais pas, mais je suis pas convaincue, quoi. Et alors, je te rejoins à 3000%. Euh, Vraiment. J'ai plus de mal à saisir comment ça se reflète et ça impacte ton accompagnement. Tu vois, comment Alors, tu tu veux arrives dire la à... manière dont moi je forme? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, la question de mes formations, chez Bien dans ta boîte, elle est pensée dans un parcours pédagogique, donc avec 4 niveaux de formation. Alors je vais essayer de la faire simple sur comment ça a été pondu ce parcours pédagogique, mais donc en gros vous avez formation niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Cette escalade, si je pourrais dire ça comme ça, cette architecture, on va dire ça comme ça, de formation, elle est pensée à la base dans une vision dialectique. Alors je vais essayer de ne pas faire 4 plombs de philo. Mais disons, on va repartir de plusieurs postulats. C'est là que mon petit côté intello est un peu rabat-joie, casse-pied sur les théories, l'épistémologie, blablabla. Mais mon épistémologie de base, donc on va dire mon socle, pour faire très simple. Bon, il y en a plusieurs. Il y a le côté systémique, j'en ai parlé. Il y a une épistémologie matérialiste dialectique, on y reviendra peut-être après. Vous entendez la dialectique aussi à cet endroit-là. Et il y a un présupposé qui est très important aussi, c'est une épistémologie moniste. Alors l'épistémologie moniste, elle va considérer l'indivisibilité de l'être et l'indivisibilité du monde, hein, d'une manière générale. Donc ça, c'est des choses très importantes parce qu'évidemment, c'est pas juste de la branlette intellectuelle, excusez-moi le vocabulaire, parce que ça va se retrouver après dans le contenu des formations. C'est-à-dire que dans le contenu de mes formations, ça veut dire que les bénéficiaires des accompagnements déformés, des accompagnants, accompagnantes qui viennent se former, ils vont être considérés en tant qu'être indivisible. Donc on va pas diviser leur psycho d'un côté et puis leur alimentation de l'autre, leurs conditions physiques et puis leurs conditions sociales. Non, ils sont des individus complets, indivisibles, et donc je ne peux pas m'occuper de leur vie psychique et en me disant ah bah non, le social je m'en fous, c'est pas mon sujet. Bah oui, mais cette vie psychique en fait elle est ancrée dans un contexte social, donc ça, enfin, pour moi ça n'a aucun sens. Bon, cette épistémologie moniste, elle implique donc, si vous m'avez suivi, que puisque le monde est indivisible, le monde ne peut pas être contradictoire avec lui-même. Donc on va aborder la question des contradictions qui se posent, parce qu'en fait, s'il y a des accompagnants, accompagnantes dans ton audience, ils voient très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que les bénéficiaires qui viennent les voir, qu'ils soient coach, thérapeute, consultant, que sais-je, ils viennent les voir généralement parce qu'ils ont une contradiction. J'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas. J'ai pas envie de le faire, mais je suis obligée. Voilà. Donc ils viennent avec des contradictions. Cette épistémologie moniste, elle dit, si le monde est indivisible et que l'être que j'ai en face de moi est indivisible, il ne peut pas être contradictoire avec lui-même. Donc la contradiction, elle peut être dépassée. Et notre travail va être de trouver les endroits de dépassement des contradictions. Tout ça pour expliquer que du coup, si on s'en réfère à nos dialecticiens préférés, bon, il y en a deux qui vont, enfin les trois qui vont beaucoup diriger mon travail. On a Hegel du côté des idéalistes et puis Marx et Engels du côté des matérialistes dialectiques. Et donc là, je suis repartie du travail d'Hegel, c'est-à-dire la dialectique, c'est négation, conservation, dépassement. Et donc c'est comme ça que le parcours pédagogique est pensé, avec des formations d'abord de négation qui permettent de nier, si je puis dire ça comme ça, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas reproduire dans les accompagnements, ce qu'on veut pas, ce à quoi on n'adhère pas dans le milieu entrepreneurial, accompagnement, etc.
Après, il y a les formations de conservation, c'est-à-dire du coup maintenant qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que je développe, le cadre, la posture, etc. Et puis les endroits de dépassement, c'est-à-dire maintenant comment est-ce qu'on dépasse la vision strictement individualiste du bénéficiaire, comment est-ce qu'on dépasse l'accompagnement strictement individuel du bénéficiaire, etc. Est-ce que ça Ok. répond à la question ou est-ce que c'est trop flou? J'ai les grandes lignes. Est-ce que tu Ouais. aurais un exemple pour illustrer tout ça? Soit un client qui aurait fait tout ce chemin, ou quelqu'un que tu inventes, s'il y a un problème de confidentialité, mais plus pour illustrer le parcours. Oui, eh bien, du coup, ouais, on va prendre quelqu'un de fictif qu'on va appeler, je sais pas, Marie, par exemple, pour prendre un prénom assez courant. Eh ben, Marie, elle va être dans cette... Donc, elle est accompagnante, hein, mais je sais pas, elle est coach, Ok. elle est thérapeute, ce que vous voulez, on s'en fout, elle est pro de l'accompagnement pour faire vraiment le persona, comme diraient nos collègues du Ouais. marketing, le client idéal. Euh, donc, elle est dans une situation. La première contradiction qu'elle vit, c'est j'ai des valeurs, j'ai des convictions, j'ai envie d'entreprendre de telle manière. En plus, très souvent, c'est quand même des profils qui sont arrivés à l'indépendance euh, après un travail salarié, qui généralement s'est Hmm. mal passé, pour plein de raisons évidentes, et qui généralement a fini malheureusement dans le pire des cas en burn-out, ou dans le moins pire des cas dans des situations d'épuisement, de ras-le-bol, de frustration, etc. Bon, bref. Donc, elle arrive à l'indépendance avec un truc de là, ça va être la liberté, je vais faire ce que je veux, je vais faire comme je veux, etc. Et puis la matière est pas toujours d'accord avec ça. Donc du coup, bon ben je me retrouve dans une première contradiction qui est j'ai des valeurs, j'ai des convictions, j'ai envie de faire les choses bien, correctement, avec professionnalisme, sérieux, et il faut que je remplisse mon frigo. Donc au bout d'un moment, je suis bien obligée je me retrouve plein d'un truc de il faut que je fasse des compromis, etc. Et puis ça tourne pas aussi toujours comme on le veut ou pas aussi vite qu'on le voudrait. Et puis évidemment, j'ai d'autres contraintes dans ma vie. J'ai mes enfants, j'ai peut-être des parents qui sont malades, j'ai peut-être un crédit à rembourser. Enfin bon, bref, que sais-je, la vie de tout le monde. Donc il y a toutes ces contradictions-là. Pendant ce temps-là, le discours que notre mari fictive va entendre, c'est quand tu veux, tu peux. Tu as toujours le choix. C'est toi qui es pas assez bien positionné. C'est toi qui sais pas où tu vas. C'est toi qui as des blessures à régler. C'est ton ego qui te gêne. Bref, t'as compris, c'est toujours toi le problème, déjà. C'est toujours toi seul. Hein, c'est toujours ton individualité et souvent avec des visions très très psychologisantes. Les blessures, l'ego, les croyances limitantes, etc. Voilà, tout est une affaire de vie psychique, ce qui est étonnant à dire pour une ancienne élève de psycho, mais disons que la psycho à proprement parler, si tu prends que cet axe-là, tout ça n'est pas très holistique, n'est pas très global. Bon, bref. Très psychologisante, très individualisante, très des fois psychiatrisante. Hein. C'est quelque chose qu'on a vu ces dernières années avec l'éco-anxiété, tu vois, par exemple, qui est même un délire collectif, cette histoire, quoi. Il y a juste des criminels climatiques qui sont en train de lapider la planète. Et quand tu es angoissé, à juste titre, parce qu'il me semble que c'est une réaction un petit peu rationnelle face à la situation, on te dit non, 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 tu es éco-anxieux. Non, 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 va chez le psy, va te faire soigner parce qu'il y a un truc qui va pas. J'adore. Bref. Donc là, il y a de nouveau une nouvelle contradiction qui est genre, mais enfin, moi je vois bien là qu'il y a un truc qui va pas, et pourtant tout le monde est en train de me dire que c'est moi le problème. Or moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Je me suis repositionnée 15 fois, j'ai refait le site internet, j'ai refait la bio Instagram, j'ai baissé les tarifs, j'ai monté les tarifs, j'ai refait les pages de vente, j'ai ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis fait accompagner partout, j'ai dépensé 30 000 balles de formation, de coaching, de thérapie, de yoga, de méditation, de pleine conscience, de je ne sais quoi. Et tout ça, bon, très bien, très utile, ça fait du bien, mais enfin, ça m'a pas réglé mon problème. Bon, alors du coup, la première étape, c'est déjà cette fameuse étape de négation. Alors chez moi, ça va s'ancrer avec la formation de niveau zéro d'esprit critique, c'est-à-dire déjà qu'on puisse récupérer un petit peu de discernement et de lucidité en disant, voilà ce qui est dit, voilà les implicites, c'est ça les présupposés de ce qui est dit. Est-ce que je suis d'accord avec ces présupposés ou est-ce que je ne suis pas d'accord? Parce qu'en fait, si je suis pas d'accord avec les présupposés, il y a donc pas vraiment de raison a priori que je sois d'accord avec la conclusion de ces présupposés. Si déjà d'entrée on n'est pas d'accord, il y a peu de chances qu'on se retrouve d'accord à la fin. Deuxième étape, donc après c'est la formation de niveau 1, c'est la formation vraiment sur la posture et le cadre, apprendre à être accompagnant, accompagnante. Donc là maintenant que je sais où j'habite, je pourrais dire ça comme ça, je veux pas, j'y crois pas, j'adhère pas, et puis toutes les zones aussi où je sais pas exactement, je ne suis pas encore positionnée, bien sûr. Ensuite, on va pouvoir travailler vraiment sur la question de l'accompagnement à proprement parler, le cadre, la posture, mettre tout le monde en sécurité, avoir une posture d'accompagnement qui soit vraiment solide, qui permette la confiance, parce que moi, c'est souvent un truc qu'elle vient me dire, Marie.
C'est confiance, sérénité, légitimité, assurance. Et oui, mais tout ça, soyons pas idéalistes, camarades, tout ça ne tombe pas du ciel. Encore une fois, la confiance, la solidité, l'assurance, ça tombe pas du ciel. C'est pas, il y a des gens, ils en sont dotés et d'autres non. C'est pas, tu vois, la banalité de pour plus avoir peur, soyez courageux. Oui, merci Jean-Michel pour cette conclusion. Effectivement, je n'y avais pas pensé moi-même. Tout ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit et ça se construit déjà sur des bases claires, solides. On sait où on habite, tu vois. Tu sais, j'avais un prof en psycho, il nous disait toujours c'est le papier peint qui tient les murs. Bah, c'est un peu ça, tu vois, qu'on va retrouver, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir une jolie vitrine, si je peux dire ça comme ça. Mais si c'est le papier peint qui tient les murs, bon, ça peut faire illusion à un moment, mais bon, métaphoriquement, faut pas qu'il y ait un coup de vent, faut pas qu'il y ait une petite secousse, faut pas qu'il y ait un tremblement de terre, parce que sinon, il y a tout qui fout le camp, tu vois. Donc cette formation de niveau 1, c'est posons des fondations par-dessus le niveau 0 qu'on a posé beaucoup, et montons des murs qui tiennent la route. Et ensuite, on s'assure d'avoir une cohérence, tu vois, qu'on n'ait pas un outil d'une, je sais pas moi, de PNL qui se retrouve avec la moitié de l'accompagnement de TCC. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on va piocher des outils partout, des approches partout, tout ça n'a aucun sens, c'est pas cohérent, les bénéficiaires, ils comprennent rien à ce qui se passe. Les accompagnants, accompagnantes, ils sont un peu en mode genre, oulala, je sens bien que tout ça n'est quand même pas très très solide. Et alors là, au bout d'un moment, s'il y a confrontation, mais quand je dis confrontation, c'est pas au sens de conflit, mais confrontation avec des confrères ou consoeurs, bah, s'ils sont un peu plus solides que toi et il y a pas de mal parce que ton truc c'est une maison sur du sable, bah oui, tu vas vite te sentir très très illégitime en fait parce qu'effectivement, si eux ils sont un peu plus assurés, ça va être plus compliqué. La formation de niveau 2, donc une fois que Marie elle a tout ça, elle a son plus de discernement, d'esprit critique comme on dit, elle a fait son niveau 1, elle a le cadre, la posture, je sais accompagner de A à Z sans aucun outil. Après, elle rajoutera tous les outils qui lui font plaisir, mais en tout cas, elle sait accompagner un bénéficiaire. Elle sait relancer, elle sait réorienter, elle sait mener un entretien, elle connaît ses techniques d'entretien, elle connaît ses techniques de relance, elle sait déceler un trauma, elle sait réorienter le trauma si elle n'est pas formée, habilitée à le faire, etc., etc. Les dynamiques de la relation praticien-bénéficiaire. En niveau 2, on fait vraiment accompagner avec une vision systémique, donc avec de la systémique classique, c'est-à-dire la systémie, la famille, le couple, et puis surtout tout ce qui passe toujours à trappe, c'est-à-dire le social, c'est-à-dire quels sont les systèmes dans lesquels mon bénéficiaire évolue et a évolué, le capitalisme, le racisme d'État, le patriarcat, etc., le système travail, etc., etc. Et puis le niveau 3, bon là c'est vraiment, c'est un niveau de supervision, donc pour ceux qui ont déjà fait tout le parcours, où là on va pouvoir commencer à intégrer la question de la dialectique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traduit, entre guillemets, les problématiques des bénéficiaires ou des systèmes en termes dialectiques, comment on trouve les endroits de dépassement plutôt que de les laisser faire les choix réactionnaires, à moins que le choix réactionnaire soit inévitable. Donc le choix de faire machine arrière, quoi, si je peux dire ça comme ça. Oui. Comment est-ce qu'on trouve les endroits de dépassement? Et puis évidemment, la supervision, elle sert aussi, bien sûr, à voir les angles morts de sa pratique, à lutter contre l'isolement, à travailler avec des pairs. Voilà. Ça devrait te tracer les grandes lignes du parcours, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et ça me permet aussi de mieux le comprendre, le visualiser, d'avoir un exemple. Donc, merci pour ça. Euh, Parmi les personnes les accompagnants que tu accompagnes, est-ce que, enfin, est-ce qu'il y en a beaucoup déjà est-ce qu'il y a par exemple des gens, tu te dis, eux, ils vont pas passer au palier d'après? Tu vois, la formation de niveau, ça va de 0 à 3. Ouais. Euh, Est-ce que tu te dis, toi, tu vas rester bloqué à la 1? Ou est-ce qu'il y a toujours un moyen de débloquer, par exemple? Ou ce système-là est complètement nouveau pour moi. Alors, je vais poser des questions de gros débutants, hein, je suis désolé d'avance. Non, non, mais tu as raison, parce qu'en plus, Oui. encore une fois, tu vois, c'est-à-dire qu'apporter des réponses sérieuses à ce genre de questions, la question, elle peut paraître débutante ou je ne sais quoi. En fait, elle l'est Mm. pas vraiment, parce que moi, de mon côté, euh, ça implique, tu vois, la réflexion. C'est quoi le cadre théorique qui permet de donner la réponse, quoi? Bon. Je vous épargne le cadre théorique. La réponse que je peux donner concrètement, c'est que moi, je vais pas le percevoir comme ça. Disons de deux choses l'une. La première, c'est que moi, je suis de gauche, je crois que les gens peuvent se transformer. Donc, je, me- je ne me dis pas, oui, bon, ça y est, c'est bon, c'est foutu, il n'y a pas de transformation possible. La transformation, elle est possible. Par contre, ce qu'il faut réfléchir, travailler, comprendre, c'est quelles sont les conditions actuelles qui ne permettent pas cette transformation, si je le dis en termes dialectiques, qui ne permettent pas le dépassement. Ok. Donc, la personne qui reste au niveau où elle est, pour reprendre ton vocabulaire plus ou moins, c'est ce qu'on pourrait dire en termes dialectiques, c'est une étape de conservation. C'est-à-dire qu'elle conserve la position. Ok. Donc ça veut dire qu'on n'a pas trouvé
l'endroit du dépassement ou alors on n'a pas les conditions qui permettent le dépassement. Donc, est-ce qu'elle peut se transformer? Est-ce qu'elle peut évoluer? Oui. Deuxième étape, ça va être se poser la question de voilà, où est cet endroit de dépassement ou lesquels sont-ils? Parce que des fois il y en a plusieurs, mais et quelles sont les conditions dont on a besoin pour que ce dépassement ait lieu? Et puis après, il y a des personnes tout simplement qui n'ont pas nécessairement envie d'aller faire d'autres formations, qui font la formation de niveau 1, par exemple, ça, c'est la grande majorité, parce que la formation de niveau 0, elle est nouvelle, donc beaucoup d'élèves qui ont déjà fait la formation niveau 1, parce qu'elle existe depuis 6 ans quasiment. 5 ans, 6 ans, bon, je ne sais plus, peu importe. Et qui viennent pas nécessairement au niveau 2 parce que ça les intéresse pas forcément, parce qu'ils n'ont pas le budget actuellement, qui viendront la faire plus tard. Enfin voilà, il y a aussi des questions de délai. Tu vois, il y a des élèves qui sont en mode Ouais. moi je veux tout faire, j'y vais. Et puis il y a des élèves qui sont plutôt en mode genre je fais ça, je le digère, je mets en pratique, et je viendrai faire la formation suivante dans quelques temps, quoi. Ok. Et si quelqu'un fait tout d'un coup, tu vois, on oublie les contraintes budgétaires, Ouais. ça prend combien de temps à peu près on part? C'est un chemin qui se compte en années, c'est du mois, c'est de la semaine, c'est... Oui, alors disons, comme c'est des promotions d'élèves, il y a une petite contrainte de calendrier. Mais Oui. disons, si je prends le calendrier actuel, tu peux l'avoir fait en un an et demi. C'est-à-dire, admettons, là, tu vois, le niveau 0, il attaque demain. Donc, admettons, tu fais le niveau 0. Ouais, un an et demi, oui, c'est ça. Tu fais le niveau 0 demain. Mhm. En mars, tu fais ton niveau 1. Oui. En février de l'année d'après, tu fais ton, ouais, à 2 ans, ton niveau Ton 2 2. et après t'enchaînes avec ton niveau 3. Disons, les durées, c'est 1 mois pour niveau 0, c'est 5 mois pour niveau 1, je vais y Ah. arriver. Le niveau 2, il doit durer 4 mois avec des brouettes, et le niveau 3, il est plus long, il dure 9 mois, parce que là, c'est de la supervision, donc on se voit qu'une fois par mois, et on se voit moins, de manière moins intense, parce qu'il faut plus de temps de réflexion entre les séances, quoi. Ok. Et toi, les personnes que tu accompagnes, c'est donc plutôt des accompagnants, pas débutants, enfin, qui ont déjà fait leurs premières expériences, ou c'est quelqu'un qui te dit, moi je suis en reconversion, je viens d'arrêter mon job, je veux devenir accompagnant, coach de je ne sais quoi. Est-ce qu'il vient te voir direct, ou est-ce que d'abord il fait ses tests, il se rend compte qu'il galère pour une raison ou une autre, et ensuite il vient te voir? Alors, il y a les deux. Très majoritairement, c'est plutôt des accompagnants qui sont déjà en pratique Ok. et ou qui ont déjà été formés dans des écoles de coaching plus classiques ou qui ont été formés pour les thérapeutes à leur métier en tant que tel, hein. Je veux dire, moi, s'ils sont naturopathes, par exemple, moi, je les forme pas à la naturopathie, tu vois. Donc, ils ont Hmm. déjà fait leurs études de naturopathie, par exemple, ou je sais pas moi, de sophrologie, par exemple, des sophrologues, j'en ai beaucoup. Euh, C'était quoi ta question? Oui, voilà. Donc, après, des débutants qui n'ont pas encore pratiqué, mais qui viennent en prévention, si tu vois ça Ouais. comme ça, il y en a. Bon, là, je te donne un pourcentage comme ça, parce que je l'ai pas calculé, mais je sais pas, il y en a peut-être 15%, admettons. Ok. Ils sont quand même minoritaires, mais ça arrive. La plupart du temps, c'est quand même plutôt des accompagnants ou accompagnantes qui, soit comme tu disais, c'est-à-dire pratiquent, et puis dans leur pratique, ils sentent bien que, bon, ça va, genre, ça va, c'est pas la catastrophe, mais bon, je sens que je bricole avec 2 trombones et 4 bouts de ficelle, quoi, tu vois. Ou alors, ce qui arrive aussi quand même assez souvent, c'est des accompagnants, accompagnantes qui sortent des écoles de coaching, plus que les thérapeutes pour le coup. Les Ok. coachs qui sortent d'écoles de coaching, ça leur a souvent coûté excessivement très très cher, et qui sortent de là un peu en mode genre, bon, bah voilà, j'ai appris à mener un entretien et à poser des questions, mais sinon pas beaucoup plus. Tu vois. J'ai même une élève là actuellement dans la promo du niveau 1 là, qui s'était formée à la formation de posture il y a des années, qui est partie faire son école de coaching et qui là m'a dit il faut que je revienne me remettre le cerveau en place parce que mon école de coaching là ça m'a complètement perdu, je sais plus où je suis là. C'est fou. Ouais. Et alors, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui débute ou qui est en train de faire ses premiers tests? Tu vois, on est sur le sophrologue, le ou la sophrologue qui a fini son école de sophrologie, qui débute son activité, qui est pas encore hyper à l'aise sur ses pieds, tu vois, qui débute, qui veut accompagner, mais qui sait pas encore, je sais pas, qui est pas clair dans sa posture, tu vois. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils ou des erreurs que tu vois fréquemment? Oui, alors je sélectionne pour en voir beaucoup.
Bah, l'erreur qui du coup va mener à un conseil, le premier truc, je l'ai un peu évoqué au début, c'est travailler vos bases d'abord. Vous vous occuperez de choisir vos outils, faire vos fiches PDF, je sais pas quoi, après. Tu vois, c'est Ok. déjà premier point. Qui êtes-vous? Vous habitez où? Tu vois, genre, tu sais, des fois, encore une fois, c'est pas de la branlette intellectuelle. C'est-à-dire que ces histoires d'épistémologie, c'est très important. Quand t'as des pros de l'accompagnement, qui proposent donc un accompagnement, admettons, sophrologue, ok, euh, que sais-je, donc ils accompagnent des humains. Jusque-là, a priori, pour la majorité Ouais. d'entre eux, il y en a peut-être qui accompagnent des animaux, mais moi, je vais m'adresser à ce que je connais, c'est-à-dire ceux qui accompagnent des humains. Donc, ça veut dire que vous avez, et vous les avez déjà nécessairement, des présupposés sur c'est quoi l'humain, c'est quoi accompagner, c'est quoi transformer quelqu'un, ou l'accompagner à se transformer, que sais-je, voyez. Vous avez possiblement, si vous êtes en exercice, déjà une page de vente, un site web ou quoi que ce soit, où vous avez donc exposé une promesse, comme diraient nos collègues du marketing. Et donc cette promesse, le truc qu'on voit, tu sais, la promesse très bateau, genre j'accompagne les femmes à se sentir elles-mêmes, à redevenir elles-mêmes et à s'épanouir. Ok, admettons, très bien. Ça veut dire quoi, se sentir elle-même, concrètement? Alors là, souvent, bon, tu sais, t'as des réponses sur bah, se sentir elle-même, c'est qu'elle se sente alignée. Ok, ça veut dire quoi, alignée? Tu vois. Et que du coup, elle puisse se transformer. Ça veut dire quoi, se transformer? Ok. Et puis, une fois que tu sais c'est quoi se transformer, donc si j'ai bien compris, toi, tu es pro de l'accompagnement, donc toi, tu es garante de l'accompagnement de cette transformation. Très bien. Comment, selon toi, les accompagnants, accompagnantes accompagnent à la transformation? Moi, j'ai une réponse du côté de la dialectique. C'est une épistémologie. Il y a évidemment beaucoup d'accompagnants qui n'ont pas la mienne, parce qu'en plus, elle n'est pas très majoritaire, qui en ont d'autres, mais ils ont une réponse à donner. Tu vois. Et en fait, il y a plein de présupposés. C'est que le présupposé, c'est donc que ton bénéficiaire, il a la possibilité de se transformer. Ok. Donc, s'il a une possibilité individuelle de se transformer, il y a quand même un présupposé que cet individu que tu as en face de toi, il n'est pas 100% déterminé, a priori, puisque du coup, il a quand même une agentivité, il a une forme de libre arbitre. Alors après, tu as ceux qui sont très 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 libre arbitre, très Ouais. existentialistes, on dirait. Il y a ceux qui disent, bah, il est quand même en partie déterminé, mais il a quand même une part de libre arbitre. Bon, il y a différentes réponses à donner à ça, mais tout ça, c'est important parce que si tu proposes à tes bénéficiaires de se transformer, mais qu'en fait, tu leur expliques tout le long de l'accompagnement qu'en fait, ils sont déterminés par les structures et que la transformation, elle n'est pas possible, bah, du coup, à quoi sert ton accompagnement, du coup? Enfin, voilà. Donc, déjà, la question de poser des bases, c'est très important. Et dans les bases, là, je viens de donner des exemples plutôt de l'ordre philosophique, de l'épistémologie. Mais évidemment, dans les bases, moi, je suis désolée, hein, je suis casse-pied avec ça. Mais moi, je le dis tout le temps, la théorie, c'est la base et c'est la base sécure des accompagnants. À chaque fois que vous aurez un doute, un problème, une contradiction, un imprévu, le retour à la base sécure qu'est la théorie, c'est revenir à un socle commun que vous partagez avec vos confrères et consoeurs, ou peut-être peut-être avec certains vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous parlez de la même chose. Nécessairement. Si je dis le ciel est bleu et que tu me dis non, tu as tort, les poussins sont jaunes, Mm. bah en fait on n'est pas d'accord, on n'est juste pas en train de parler de la même chose. Si je dis le ciel est bleu, tu me dis non, le ciel est vert, on n'est pas d'accord parce qu'on est donc bien en train de parler de la même chose. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec certains de vos confrères et consoeurs, c'est donc bien que vous êtes en train de parler de la même chose et que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Donc ça veut dire qu'il y a bien un socle commun. Et donc ça c'est important parce qu'on peut rapatrier, on peut aller chercher chez les auteurs, chez les autrices qui ont contribué à votre travail et à la construction de votre accompagnement ou à vos formations. Vous pouvez rapatrier vers vos formateurs, vos formatrices, pour leur poser des questions, pour leur demander des cas d'études, pour aller chercher dans leurs ouvrages, dans leurs thèses, que sais-je. Bref, la théorie, c'est très important. Ça permet qu'on n'est pas là en train de flotter comme ça dans l'univers. Et donc, tant que tout va bien, ça va à peu près. Le jour où il y a un problème, on se dit, ah mon Dieu, catastrophe, qu'est-ce que je fais? Donc, ça implique d'avoir toutes ces bases-là dont je viens de parler. Et puis, ça implique des bases. Et là-dessus, je suis un peu intransigeante, je reconnais. Quand on est pro de l'accompagnement, il me semble que le minimum syndical que vous devez à vos bénéficiaires, c'est la sécurité. C'est le minimum syndical. Les mettre en sécurité. Vous mettre aussi accessoirement en sécurité. Et donc ça, c'est le cadre, nécessairement. Donc si, ça implique de connaître ces techniques d'entretien et ces techniques de relance. C'est pas pour faire des catégories, c'est pas pour faire des effets de branlage intellectuel qu'on fait des techniques de relance. Et ces techniques de relance, elles permettent de structurer un entretien, elles permettent de le mener, elles permettent de faire des choix pendant la séance. Je vais par là, je vais par là. Si je vais là, je pourrais rapatrier ici. Si je vais là-bas, je peux plus rapatrier. Ça permet de structurer son entretien, ça permet de faire
avancer le bénéficiaire. Et faire avancer le bénéficiaire, bah là, ça rejoint ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire c'est quoi pour vous? Est-ce que vous considérez que faire avancer le bénéficiaire, c'est le transformer? Est-ce que vous considérez que c'est le faire élaborer sa pensée? Est-ce que c'est le fait de l'aider à trouver des solutions? Est-ce que c'est le fait de donner du sens à ce qu'il était en train de vivre? Bon, ça relève aussi de votre cadre d'accompagnement, c'est-à-dire c'est quoi votre proposition d'accompagnement, proposition de soins, pour celles et ceux qui sont plutôt des professionnels, peut-être qu'il y en a qui t'écoutent de santé, de parasanté ou thérapeute ou que sais-je, bon, d'accompagnement au sens large, en tout cas, proposition d'accompagnement. Votre cadre, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Ça, c'est l'autre conseil que j'ai à donner, c'est il faut que vous ayez un cadre parce que vous pouvez pas faire de rappel au cadre si vous n'en avez pas, par définition. Et donc, à bout d'un moment, vous allez vous retrouver dépourvu du bénéficiaire qui dit je ne peux pas venir demain, est-ce que tu peux me reporter la séance gratuitement? Ah, ben je sais pas, j'y ai pas pensé. Comment ça, tu y as pas pensé? Si, tu dois y avoir pensé, tu as un cadre. Qu'est-ce qu'on fait quand un bénéficiaire dépasse le temps de la séance? Ça, c'est un truc qu'on voit très très souvent, tu vois, c'est un truc que j'ai très souvent dans la formation posture, le problème du timing des séances qui débordent. Ouais. Mais le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de cadre. Et puis alors après, il y a un cadre, on n'arrive pas à faire du rappel au cadre. Et puis il faut se poser la question aussi de pourquoi est-ce que cette séance déborde? Est-ce qu'il y a quelque chose du côté du bénéficiaire? Est-ce qu'il y a quelque chose du côté du praticien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'interaction bénéficiaire-praticien? Si ça t'arrive à toutes tes séances, tu peux pas dire c'est le bénéficiaire. Si ça t'arrive avec tous tes bénéficiaires, c'est que c'est toi qui est en jeu au bout d'un moment. Est-ce que ça te donne des exemples plus concrets? Ouais, 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 très bien. Ça me permet petit à petit en plus de plus tout visualiser ce que tu proposes, donc j'adore. Et plus tu avances, plus je me dis que je suis vraiment d'accord avec toi, donc j'aime beaucoup. Euh, je me rends compte aussi, moi je suis entrepreneur depuis 5 ans, depuis le Covid. Je me rends compte qu'il y a les hauts et les bas, tu vois, les roller coasters émotionnels de la vie de l'entrepreneuriat auxquels on ne m'avait jamais préparé. Enfin, je trouve que personne n'en parle. Est-ce que c'est peut-être complètement hors du cadre de ton accompagnement, pardon, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu parles, que tu prépares tes accompagnants à ça, parce que je vois pas pourquoi eux ne les vivraient pas non plus, ou alors est-ce que c'est pas du tout ton sujet? On est hors cadre. Alors, si c'est un sujet que j'ai traité, notamment quand j'accompagnais moi en accompagnement et ou quand j'en fais toujours, et dont j'ai parlé aussi dans mon livre justement sur ces enjeux de bien-être au travail des entrepreneurs entrepreneuses, parce qu'effectivement la question des montagnes russes émotionnelles entre guillemets, c'est un truc qui revient vraiment très souvent. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais en dire deux. La première, c'est la thématique de la régulation émotionnelle au sens large, qui ne concerne pas que les entrepreneurs et entrepreneuses, mais d'une manière générale, on n'est pas très bien outillé, on va dire ça comme ça, sur la question de la régulation émotionnelle. L'acceptation, la lutte, l'évitement, tout ça n'est pas très clair. Généralement, on a appris très vite enfant que quand tu te mets en colère, il y a toujours un adulte pour te dire «Oh, mais te mets pas en colère, ça va, c'est pas grave». Tu es triste, ah ben non, mais faut pas pleurer pour ça. Voilà, tu as peur, oui, bah écoute, faut être courageux. Et cerise sur le gâteau, même quand t'es joyeux, on te dit, oui, bah bon, te réjouis pas trop vite, hein, parce que tu sais, la roue tourne, hein. Voilà, comme ça, un petit peu. Donc bon, sans surprise, sans surprise, tu te retrouves après avec des adultes qui vont avoir quand même un petit peu du mal avec la question de la régulation émotionnelle, notamment que les émotions, c'est un truc que je dis très souvent, ça vient du latin mouvement, donc ça se met en mouvement pour faire passer un message. Donc les émotions ne sont que, je peux dire ça comme ça, des instances psychiques mobiles qui se mettent en mouvement pour parler d'un besoin satisfait ou insatisfait, ou éventuellement d'une valeur qui est satisfaite ou insatisfaite. Très souvent des besoins. Et alors là, tu arrives à un autre problème que nous on appelle d'alphabétisation émotionnelle, c'est-à-dire que alors déjà, mettre des mots sur les émotions, c'est pas toujours très simple, on l'a pas toujours bien appris. On est plus ou moins bien doté selon, encore une fois, la classe sociale dans laquelle on a évolué et la classe patriarcale dans laquelle on a évolué, parce qu'alors là, les hommes, c'est le no man's land total, quoi. Mais alors par contre, s'il y a vraiment un truc que généralement on n'a pas appris, c'est l'alphabétisation des besoins. Alors là, dire en fait j'ai telle émotion, en fait elle fait passer le message de tel besoin, tu vois, ça commence à faire pas mal de trucs. Et en fait finalement quand on a toute cette alphabétisation là qui permet ensuite de travailler des thématiques de régulation émotionnelle, ces fameuses montagnes russes émotionnelles, bah en fait elles sont beaucoup moins présentes, ou du moins elles sont beaucoup moins envahissantes, elles sont beaucoup moins fortes parce que la régulation émotionnelle est plus fluide et euh, les plus fluides, voilà, tout simplement, les plus chroniques, pour dire ça comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, le deuxième point, ça c'est pour faire ma marxiste de service, c'est que, encore une fois,
Montagnes russes émotionnelles, d'accord, mais elles sortent d'où? Alors là, je vous ai proposé une première origine matérielle à ça, le manque d'alphabétisation émotionnelle, l'éducation, entre guillemets, on nous parlerait de sociabilisation, plutôt comme dans la question patriarcale, par exemple. Enfin, dans ce système sexiste, quoi, qui va pas du tout sociabiliser les filles et les garçons de la même manière sur cette question des émotions, entre autres. Mais après, il y en a d'autres, des conditions matérielles. C'est-à-dire que, en fait, soyons clairs, si tu es entrepreneur, entrepreneuse, mais que tu étais rémunéré pour ça, genre si tu étais un entrepreneur fonctionnaire, par exemple, tu vois, et donc que tu avais un salaire à vie d'entrepreneur, et donc que tu avais 3 000 € par mois, ou même, admettons, 2 000 € par mois, pour entreprendre. Aurais-tu autant de montagnes russes émotionnelles? Pas sûr. Je pense pas. Donc en fait, de la même manière, je m'intéresse sur... Attends, tu m'as dit je pense pas. Je pense pas que j'en Je, aurais autant ou... je pense que j'aurais beaucoup moins d'émotions, enfin de montagnes russes. Ouais. Ben voilà. Donc du coup, c'est encore une fois, c'est s'intéresser à il sort d'où ce phénomène? Il tombe pas du ciel en fait. C'est que si on a autant d'entrepreneurs, entrepreneuses qui sont en dents de scie, bah, c'est parce qu'il y a un mois ou un trimestre, ça se passe super bien, t'as fait plein de ventes, t'as donné des interviews, t'as eu un super contrat, tu vas écrire ton bouquin, je sais pas quoi, donc t'es en pleine forme. Et puis le trimestre d'après, boum, ouais, on sait pas ce qui se passe, il y a plus rien qui se vend, le lancement, on l'a raté, on clôt le bilan comptable dans 3 mois, le bilan, il est foutu, tu devais avoir un crédit pour la baraque et puis le banquier il dit mais dis donc le dernier lancement il s'est quand même pas bien passé hein. Alors forcément bah t'es très mal émotionnellement. Oui, mais donc du coup c'est pas toi qui as un problème. Alors évidemment, Ouais. mieux tu sais réguler tes émotions, mieux tu navigues. Certes. Maintenant là on voit bien que le problème c'est pas les entrepreneurs ont des montagnes russes émotionnelles, c'est les entrepreneurs n'ont aucune visibilité pour travailler. Ils sont dans des statuts souvent très précaires. D'ailleurs, il vaudrait mieux parler des indépendants indépendantes parce que entrepreneur c'est large. Hein, je veux dire entre Oui. Bernard Arnault et toi, vous n'avez pas les mêmes profils. Hein, tu en as plus que lui, hein, croyez-moi bien. Hein. Bon, bref, indépendants, indépendantes qui sont souvent dans des statuts quand même très précaires, en te disant, mais en fait, là, si ça marche pas, on l'a bien vu cette année, avec une année qui était vraiment très difficile parce qu'un contexte économique catastrophique. Hein. Moi, j'ai vu plein de collègues foutre la clé sous la porte ou être pas loin de foutre la clé sous la porte. Bon, bah oui, évidemment qu'ils ont des montagnes russes émotionnelles parce qu'en fait, ils savent très bien que à la seconde où ils foutent la clé sous la porte, bah walou, hein, si t'as pas ton épargne, t'as pas de chômage, tu te débrouilles avec toi. Bah, oui, 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 forcément, ils ont des montagnes russes émotionnelles, oui. Et je viens de me prendre une claque, mais elle me faisait du bien. Ça, c'est le côté redoutable du matérialisme dialectique, tu vois. Mais tu vois, là, d'un point de vue dialectique, ce que je viens de faire, c'est que je t'ai mis dans la contradiction, tu vois. Et du coup, là, tu es dans la situation de contradiction de oh, j'avais pas vu ça comme ça. Et Ouais. du coup, de là, tu n'as plus que deux options. Enfin, trois si tu fais le choix conservateur. Effectivement, choix conservateur, je suis là, je bouge pas. Mais quand tu es en plein dans la contradiction, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc, du coup, soit tu peux faire le choix du dépassement, donc de trouver le moyen de dépasser cette contradiction, soit tu peux faire un choix réactionnaire, c'est-à-dire tu vas chercher à revenir à la situation avant la contradiction. C'est-à-dire me retrouver un CDI? Ça pourrait être ça. Ok. Un choix réactionnaire dans ce cas-là. Alors quand on dit réactionnaire, il faut bien comprendre c'est au sens littéral d'être en réaction à la contradiction, hein. C'est-à-dire de Hmm. chercher à revenir à l'état avant la contradiction. Bah, par exemple, oui, t'as trop de montagnes russes émotionnelles, bah, tu peux faire un choix réactionnaire au sens tu vas chercher à revenir avant la contradiction et tu dis bon c'est bon, je vais reprendre un CDI parce qu'en fait c'est pas tenable, tu vois. Soit tu fais le choix de la conservation, c'est-à-dire tu restes dans cette situation, ou alors on peut chercher un endroit du dépassement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce truc-là. Alors là, par exemple, à l'échelle individuelle, un dépassement, ça peut être travailler la régulation émotionnelle, effectivement, c'est un endroit de dépassement où on va pas supprimer ces montagnes russes émotionnelles, on va pas supprimer l'entrepreneuriat, mais on va dépasser cette contradiction en essayant de trouver un moyen de faire cohabiter tes émotions, parce que ça va être compliqué de s'en débarrasser, et ton vécu d'entrepreneur. Évidemment, le dépassement, il peut être aussi tout à fait collectif, tu vois. C'est un truc qu'on va avoir, par exemple, du côté de la politisation du militantisme, qui sont des endroits de dépassement. Enfin, qui peuvent, en tout cas, être des endroits de dépassement, tu vois. Où, en fait, on va D'accord. chercher la transformation, mais collective, pour le coup. Waouh. C'est fou comment tout se rejoint. En fait, ça me. Le monisme. Voilà, voilà. Par des exemples, tu viens de tout remonter. Enfin, je comprends mieux, quoi.
J'en perds mes mots. J'aimerais bien que petit à petit, on aille un peu plus dans tes coulisses et dans ta vie de toi en tant qu'entrepreneuse. J'ai vu que tu gérais plein de trucs sur Internet. On parle de bien dans ta boîte, mais tu participes aussi. Alors, je sais pas si ça se dit IT, ITTI, On peut dire. euh, ok. C'est l'Institut des travailleuses et travailleurs indépendants, c'est ça? Oui. Tu es aussi sur pas mal de podcasts que tu animes ou co-animes. Comment tu gères tout ça? Et en plus, tu fais du coup Laura Besson, plus tes accompagnements via bien dans ta boîte. Comment t'as le temps de tout faire? Ou comment tu priorises? T'es seule? Raconte-moi tout ça. Ouais, alors, bon, bien dans ta boîte étant effectivement ce qui prend la majorité du temps. À côté, tu as évoqué l'ITTI, donc cet institut-là, là pour le coup, je suis pas seule. Donc ça, c'est un institut que j'ai cofondé avec mon mari. Donc déjà, il y a lui aussi qui est là-dedans. Et puis du coup, il y a une quinzaine de militants, militantes qui travaillent. Donc là, tout est bénévole, hein. Donc ça, c'est un institut qui justement est une proposition de dépassement collectif Ok. sur ces contradictions entre le travail indépendant et les réalités réelles, concrètes de la manière dont nous sommes rendus d'exercer ce travail indépendant, peu importe le travail que l'on fait d'ailleurs. Voilà, et après, oui, alors le podcast de Bien dans ta boîte, je l'inclus dans Bien dans ta boîte. Oui. Et puis après, effectivement, il y a la co-animation du stream Entreprendre ses politiques avec mon collègue Thomas Burbidge. Donc ça, c'est pour faire l'étalage, plus ma vie perso. Bon, alors après, comment est-ce que je m'organise? C'est ça, comment est-ce que je gère tout ça? Ouais. Alors déjà, je n'ai pas d'enfant, déjà. Ok. Donc c'est ce qui est déjà quelque chose qui, Au niveau du temps, c'est à prendre en compte. Voilà, bien entendu, j'ai un chien, mais bon, c'est quand même pas ça prend pas le même temps qu'un enfant. Donc nécessairement, si un jour j'étais maman, probablement ça ne se passerait pas comme ça. Donc première condition matérielle importante. Deuxième condition matérielle, bon bah voilà, l'ITTI pour le coup, je ne suis pas seule. Le stream avec Thomas, donc par définition, nous sommes tous les deux. Pour bien dans ta boîte, j'ai Axel qui travaille avec moi de temps en temps. Qui est plutôt sur la partie plan média, relation avec les podcasts, pour les interviews, etc. Tu vois, ce genre de choses. Puis des fois des prestataires qui sont là. Mais je travaille beaucoup plus toute seule maintenant qu'il y a quelques années. Enfin, toute seule, bien dans ta boîte, quoi. Et puis après, il y a évidemment d'autres intervenantes qui sont là dans les formations, notamment les psychologues qui interviennent dans les formations, donc qui gèrent certains modules. Voilà, et puis après, sur la gestion du temps d'une manière générale, alors là, c'est vrai qu'en ce moment, la période est un peu chargée parce que justement, avec l'ITTI, on est dans une période où on a un événement là qui arrive début décembre. Donc, c'est vrai que là, avoir et bien dans ta boîte et l'ITTI qui demande beaucoup d'investissement, de la communication, machin, plus les trucs à faire dans ta vie perso, plus ceci, plus cela. Là, ça demande un petit peu d'optimisation quand même. Après, pour gérer ça, je pense que qu'est-ce que je peux donner comme tips? Dormir. Alors, Ouais. ça va paraître un peu couillon, mais ce qui est évident ne s'énonce pas, mais ça va toujours mieux en l'énonçant quand même. C'est que de toute façon, si t'as pas reproduit ta force de travail, bah t'as plus de force de travail. Voilà. Donc nécessairement, la reproduction de la force de travail, c'est quand même très important. Bien manger, bien dormir, blablabla. Vous connaissez, hein, on vous fait les spots santé publique, mais bon, en même temps, c'est important, hein, dans la mesure de ce que vous pouvez. Après, dans mon organisation, j'essaie souvent d'avoir des blocs de temps. Mhm. Je suis un petit peu une obsédée de la loi de Pareto, tu vois. Oui. Donc, je suis un peu une obsédée il y a 20% du taf qui fait 80% des résultats. Les 20% de résultats qui manquent, c'est pas grave, tu vois. Ok. Donc, je pense que ça, déjà, j'ai une- un avantage qui est un défaut à d'autres endroits, mais je suis pas une ultra perfectionniste, tu vois. Je suis pas du genre à pinailler le moindre truc, machin. Donc, du coup, je pense que ça me fait gagner du temps. Euh, et après, il y a un truc aussi qui fait, c'est que j'ai, comment dirais-je, beaucoup de temps qui est consacré aussi à ces aspects théoriques. Euh, pour se nourrir, pour augmenter la connaissance, etc. Alors, dans un premier temps, ça prend beaucoup de temps et on se dit, putain, encore en train de traiter ce truc-là, alors qu'il faudrait faire un podcast, alors qu'il faudrait faire ceci, alors qu'il faudrait faire cela. Mais en fait, c'est ce temps-là qui est consacré, qui permet après, on appellerait ça du travail accumulé chez les marxistes, mais qui permet après
que du coup tu gagnes du temps parce que quand tu as exploré un sujet, je sais pas moi, la question du changement, tu vois, par exemple, tu es arrivé à une conclusion, tu dis putain, ça c'est bien, c'est de qualité, ça me plaît, c'est sérieux, mais en fait t'en fais une newsletter, t'en fais 4 posts Instagram, t'en fais 2 podcasts, t'en fais une masterclass, tu l'inclus dans ta formation, donc en fait c'est un travail accumulé qui après se multiplie, quoi, si je pourrais dire ça comme Ouais. ça, sur différents formats, etc., tu vois. Donc ça, je pense que c'est un truc qui fait gagner du temps, et puis après, il y a des trucs, tu vois, je laisse tomber, quoi. Genre Ok. là, j'ai 2 trucs sur ma to-do list depuis 2 semaines et tous les jours, je le mets sur la to-do list du lendemain. Et C'est en qu'il fait, faut tous les les jours, rayer là. et je me dis, en fait, il va falloir que ce soit fait. Est-ce que c'est la priorité du jour? Non, en fait, tant pis. Genre, je vais pas me coucher à minuit pour que ça soit fait. Écoute, ça sera fait demain. Et en fait, si je suis capable de le reporter à demain, bah c'est qu'en fait, c'était pas absolument indispensable que ce soit fait aujourd'hui. Donc, je vais aller me coucher et écoute, personne n'est mort. La Terre va pas arrêter de tourner parce que la to-do list est pareille, tu vois. Ok, trop bien. Et comment tu fais pour allouer ton temps? Moi, ça, c'est une de mes grosses sources de stress. Enfin, de stress, peut-être pas, mais qui fait que ça tourne beaucoup là-haut. J'ai 24 heures dans la journée, tu vois. Est-ce que c'est plus rentable pour moi de me concentrer, de créer un nouveau programme, de faire un podcast, de gérer ça et tout? Comment toi tu l'appréhendes cette question, tu vois? Est-ce qu'il vaut mieux que tu te dises, bah là en fait j'ai un mois, est-ce qu'il vaut pas mieux que je me mette à fond dans la communication pour pouvoir avoir plus d'accompagnants? Est-ce que le move le plus intéressant ce serait pas je sais pas, de vendre plus cher mon accompagnement, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse un nouveau module ou un nouveau truc? Comment tu priorises ce qui est le plus important ou pas d'un point de vue plus global, tu vois, pour ton entreprise? Alors du coup, moi j'ai un planning à l'année où on va dire les 2 tiers de l'année. Genre là par exemple, c'est le bon moment d'en parler puisque c'est la fin de l'année. Donc là du coup j'ai préparé l'année 2026. Donc du coup D'accord. la préparation de mon année 2026 c'est les intentions, la vision comme on dit souvent dans l'entrepreneuriat, quoi, la finalité de 2026, euh, finalité que je vais découper en 3 grands objectifs. Donc je me dis si à la fin 2026 je veux atteindre ça, qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre ça? Petit 1, petit 2, petit 3. Donc déjà, j'ai 3 grands blocs. Tu vois. Je sais si je vais définir, est-ce que c'est une année plutôt de croissance? Alors, croissance, ça peut être de chiffre d'affaires ou ça peut être de croissance de notoriété ou de connaissances ou que sais-je. Est-ce que c'est une année de maintenance? Tu réentends? Dépassement, conservation? Tout ça. Est-ce que Il y a c'est des une année... thématiques. J'ai un petit intérêt spécifique, hein, très légèrement obsessionnel, la dame, hein. Est-ce que c'est une année de maintenance? Genre, ok, on maintient 2025 et ça sera déjà bien. Ou est-ce que c'est une année de ralentissement parce que je suis impliquée sur d'autres projets ou dans ma vie personnelle ou pour celles et ceux peut-être qui t'écoutent et qui vont devenir parents et qui vont sûrement devoir ralentir leur activité d'une manière ou d'une autre ou que sais-je. Bon. Euh, à partir de là, ces 3 grands objectifs, je prends mes 4 trimestres. Alors généralement, le quatrième, je mets les grandes lignes, mais bon, c'est tellement difficile de se dire qu'en C'est dans novembre longtemps. 2026, tu sais, d'ici là, bon voilà. Donc j'essaie de faire au moins les 2 premiers, le troisième dans les grandes lignes, le quatrième, je me laisse quelques trucs, mais au moins les 2 premiers. Et du coup, je reprends mes 3 objectifs. Donc je me dis toute l'année, il faut que ces objectifs avancent. Tu vois. Donc selon les années, bah, pour des raisons des fois de temporalité, je sais pas, en 2023, 2, 3, je sais plus, quand j'ai sorti mon livre, bon ben là par exemple il y avait une implication qu'en fait tel trimestre c'était le livre puisqu'il fallait que je le rende à mon éditrice en temps et en heure. Donc soit c'est les deadlines qui vont répartir entre les trimestres, soit s'il n'y a pas de deadline en particulier, je vais vérifier que chaque trimestre on avance sur ces 3 objectifs. Et donc après dans chaque trimestre les objectifs ils sont de nouveau redécoupés. Donc trimestre 1, pour avancer vers l'objectif XY, il faut qu'on ait mis ça en place. Parce que je sais qu'à la fin de l'année, pour que cet objectif soit rempli, il faut avoir fait de 0 à 10. Donc déjà, on va commencer par faire les 2 premiers, 3 premiers au premier trimestre. Voilà. Donc après, je fais mon plan trimestre par trimestre. Je vais me pencher sur ça va impliquer quoi? Est-ce qu'il faut recruter, pas recruter? Est-ce qu'il faut se former assis? Est-ce qu'il faut tel outil? Est-ce que je sais pas quoi? Il faut acheter un machin? Bon bref, là. Et donc du coup, après, dans ton programme du mois, bah en fait quand tu fais ton programme du mois, t'as déjà ta trame, tu Hmm. vois. Donc déjà ça Ouais. évite de partir complètement comme ça, dans tous les sens. Après il peut y avoir des imprévus, bien sûr. Bah les imprévus, écoute, bah ils changeront le programme et puis ils changeront le programme, hein. Qu'est-ce que tu veux, ça c'est la vie, hein. Mais au moins t'as une trame et j'essaye, parce que j'ai une petite tendance quand même à l'éparpillement parce que
bon, tu as vu, il y a plein de sujets qui m'intéressent, donc du coup, au fur et à mesure de mes découvertes ou de ce que j'apprends, je me dis, ah, putain, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Bon, voilà. Donc ça, avec les années, bon, t'as les qualités, t'as les défauts de tes qualités, quoi. Oui. Donc généralement, quand on est très très curieux, c'est une très belle qualité. Ça a l'inconvénient que, bon, t'as un peu tendance à t'éparpiller dans tous les sens. Donc du coup, j'ai quelques garde-fous pour essayer de me recanaliser. Ça veut dire soit je vais le noter en idée et je me dis je m'occuperai de ça quand j'ai le temps et au moins je l'ai noté et donc je suis pas, tu vois, mon cerveau il est pas là toute la journée. Il faut surtout pas que j'oublie ce truc-là. Mm. L'option 2, c'est genre non, là vraiment, c'est l'idée de génie, il faut absolument que je le mette en place parce que l'humanité peut pas continuer son existence sans ça. Bon, très bien. Alors du coup, comment est-ce que ça se matérialise dans cet emploi du temps? Est-ce que ça répond aux objectifs? Oui, non. Si c'est oui, très bien. Si c'est non, est-ce que peut-être il faut changer les objectifs parce que du coup, depuis, on a une nouvelle connaissance, donc du coup, ça nous fait revoir ce qu'on avait prévu quand on n'avait pas la connaissance, ou est-ce que voilà, c'est pas une priorité, etc. Et après, j'ai aussi d'autres espaces pour expérimenter des trucs. Ça peut être des fois, c'est des masterclass que je donne gratuitement, j'en donne très souvent, donc ça peut me permettre de tester un sujet qui m'intéresse, de voir est-ce que j'ai envie de le développer ou pas, est-ce que ma cible, est-ce que ça répond à un besoin que je le développe ou non. Ça peut être les formations que je donne dans le cadre de l'ITTI, quand on forme les militants en interne. Enfin voilà, tu vois, je peux trouver d'autres moyens de nourrir cette envie-là et essayer de pas trop partir Mm. dans tous les sens. Ça, j'adorerais avoir des plans à l'année comme toi, ou du moins aux 9 mois. Mais je suis vraiment team, je pars dans tous les sens et j'arrive même pas à faire un plan, des fois même un plan sur le mois. J'ai du mal parce que j'ai une nouvelle idée de génie en cours de mois qui me fait déjà reprendre une tangente. Mais je vais apprendre. Alors moi, je suis pas non plus, tu vois, étonnamment, j'ai plus de facilité à faire des plannings au trimestre qu'au mois. Je trouve que le mois, c'est difficile parce que tu te retrouves à faire un planning qui se retrouve un peu semaine par semaine. Hmm. Sauf qu'en fait, il suffit que t'aies une semaine, les gosses sont malades, le chien va chez le veto, la nounou elle était pas là, enfin bref, je sais pas, les imprévus de la vie. Et en fait, ta semaine a sauté, et donc en fait, si t'as une semaine qui saute sur les quatre, bah en fait, c'est tout ton plan du mois qui a foutu le camp, C'est quoi, vrai. tu vois. Moi, je suis pas très très à l'aise avec les plans au mois. Par contre, dans les moments où c'est vraiment rush, comme en ce moment, il y a beaucoup de choses, j'essaie quand même de me dire, ok, genre là, par exemple, le mois de novembre, il y avait beaucoup de trucs. Je me suis dit, écoute, là, la priorité, c'est faire ce qu'il y a à faire sur Bien dans ta boîte. L'événement de l'ITTI, parce que ça, de toute façon, c'est début décembre, donc il n'y a pas à tergiverser 1000 ans, il faut le faire en novembre. Et le sujet côté perso sur achat maison, machin, parce que ça, il faut que ça avance aussi. Voilà. Et donc déjà, tu as trois objectifs et tu dis, écoute, quand on aura fait ça à la fin du mois, ma foi, On verra s'il ça reste du peut être pas temps. mal. Voilà. C'est ça. Trop bien. Et tes, tes clients, comment ils arrivent à toi? C'est donc c'est via ton contenu? Est-ce que tu as plus une stratégie je sais pas, de passer sur des podcasts comme ici ou comment tu appréhendes ça? Ouais, alors le très gros de la stratégie, c'est plutôt une stratégie d'inbound marketing, donc c'est plutôt mes contenus. Très concrètement, ils arrivent très majoritairement du podcast et d'Instagram, et ou Oui. d'Instagram d'ailleurs, parce que souvent c'est un peu Hmm. lié, quoi. Après, il y a aussi des gens qui arrivent du SEO, il y a aussi des gens qui arrivent de, je sais pas, quelqu'un qui aura parlé de la newsletter, j'en sais rien, mais enfin voilà, les deux gros piliers d'acquisition, c'est Ok. quand même Instagram et podcast. Alors dans le podcast, maintenant, il faudrait peut-être rentrer le stream avec Thomas, je ne sais pas, on a commencé je sais pas, il y a 6 mois à peu près, donc j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Puis bon, en même temps, c'est pas vraiment notre objectif dans le stream. On vient pas parler de nos offres ou tout ça, quoi. Oui. Voilà, donc c'est plutôt une stratégie d'inbound marketing, c'est plutôt mes contenus. Après, évidemment, les années passant, il y a eu aussi de plus en plus de gens qui arrivent par bouche à oreille, forcément. Normal. Les anciens coachés slash élèves qui reviennent du coup de formation en formation ou qui voilà qui vont faire du bouche à oreille et donc des nouveaux élèves qui arrivent par là. Mais voilà, ça c'est le gros de ma stratégie. Que Dieu me garde de devoir faire de la prospection parce que vraiment c'est ma phobie sur Oh, Terre, quoi. ça a l'air horrible. Ah ouais, vraiment, Ça a l'air horrible. ça me fait pas rêver du tout. Et après, du coup, ces gens, je suppose, ils arrivent sur une liste email, c'est ça? Ils peuvent arriver sur une liste email, oui. Et ensuite, tu fais des lancements. Donc, tu disais tout à l'heure que tu fonctionnes plus avec des périodes d'inscription.
Mm. plus que des formations qu'on peut accéder n'importe quand, c'est ça? Oui, moi, toutes mes formations, elles sont toutes 100% en formation avec moi, donc en ligne certes, mais sur Zoom. Ok, Sauf la formation niveau 2, niveau 3, où déjà là, il y a des mix d'autonomie et de live, pour des raisons très simples, de leur baisser de tarif. Parce que comme tout le parcours, euh, il me semble que mes formations sont pas très chères sur le marché, comparé à d'autres collègues, mais bon, ça reste un budget, surtout si tu veux c'est faire un les 4 budget. niveaux, au bout d'un moment, ça fait un budget, quoi, tu vois. Donc pour essayer de limiter les budgets, la formation posture, j'y ai réfléchi 25 000 fois, mais il me semble que la passer en autonomie ou à moitié en autonomie, ça perd quand même le cœur de cette formation. Tu vois, Ok, qui est aussi une très grosse étape dans le parcours parce que la transformation de ce niveau 1, elle est bien sûr technique, entre guillemets, professionnelle, mais elle est aussi individuelle parce qu'il faut que ces accompagnants, pour le poser, son cadre, il faut déjà que toi tu aies fermé ton territoire psychique, si on peut le dire en termes systémiques, donc de travail de limite vis-à-vis de soi-même, de cadre vis-à-vis de soi-même, etc. Donc il me semble que quand même enfin le présentiel, c'est pas du présentiel parce que c'est en ligne, mais le live, oui, c'est quand même important. Euh, et du coup, oui, effectivement, il n'y a pas. Alors, il y a des petits produits qui peuvent tout à fait faire en autonomie, mais sinon, les grosses formations, c'est avec moi. c'est avec toi. Ok. Et ces grosses formations, on est sur quel ordre d'idées tarifaires? Ça va de 290. La formation de niveau. Alors, attends, la formation de niveau 1, elle est à 1004. La formation de niveau 2, elle est à 990. Et la formation de niveau 3, elle est à 2000 euros. 2300. Ok, 2400. ok. Bon, je fais un truc comme ça. Ou c'était pour avoir un ordre d'idée, quoi. Et, euh, et tout ça, l'entreprise bien dans ta boîte, t'arrives à avoir un chiffre d'affaires annuel qui est dans quelle eaux? Si t'as pas envie de le dire, tu le dis pas, hein. Non, non, je peux le dire. Moi, mon chiffre d'affaires, enfin idéal, comment on dit, rythme de croisière, voilà, c'est Ouais, 50 000. Tu vois, 50, ok. 55. Ça, voilà, rythme de croisière, ça, c'est pas un trait d'union avec le temps que tu y passes, mais bon, pour que les gens ils puissent peut-être se faire une idée, c'est 25 heures semaine. Ok, Ça, c'est un trop bien. rythme qui me va bien. Qui a aussi été pensé, alors au début, qui a été pensé pour des raisons de euh, survie, pour des raisons de force de travail. À la base, c'était ça. Et puis après, donc là, j'ai fait tout un énorme travail, parce qu'en fait, je passais au début de Bien dans ta boîte beaucoup trop de temps à faire des trucs qui servaient à rien ou pas assez à quelque chose. Ouais, Et donc au bout d'un moment, ça a fini par me gonfler parce qu'évidemment, tout ça a des tas de conséquences, quoi. C'est pas juste que tu t'éparpilles et que tu papillonnes, c'est que du coup, tu passes beaucoup de temps pour pas grand-chose, t'es frustré, tu te décourages, au bout d'un moment, ton mec, il en a ras-le-bol, enfin, ou ta meuf, hein, peu importe, ou enfin, ton entourage, ou que sais-je, tu commences à te dire, bon, en fait, je passe beaucoup de temps à faire la guignole derrière l'ordinateur alors que je pourrais passer ce temps à voir mes amis, à lire, à que sais-je, ce qui vous fait plaisir dans la vie. Donc du coup, là, je suis rentrée un petit peu dans une phase comment dirais-je, j'allais dire de process de. Ah, j'ai le mot réglementation qui vient, mais vous avez compris ce que je veux dire. D'organisation, de structuration. Voilà, c'est ça le mot que je ouais. cherchais. Et donc, du coup, ça m'a permis de réduire mon temps de travail pour conserver ce chiffre d'affaires-là, qui me convenait bien. Euh, pour l'instant, je n'ai pas eu l'envie slash besoin de me dire je vais mettre les bouchées doubles pour doubler le CA. Parce que j'en ressentais pas le besoin. Après, parce que c'est pas que j'en ressentais pas le besoin, pardonnez-moi ce mot très psychologisant, je n'en ai pas le besoin. Ce qui veut pas dire que je ne l'aurai jamais. Mhm. Donc nécessairement, il y a peut-être des moments où voilà. Et moi, ce que je veux, pour l'instant, ce qui a été ma priorité, c'était surtout de, comment dirais-je, d'avoir une boîte qui puisse quand même s'adapter à une absence, que ce soit un congé mater, que ce soit, bon, malheureusement, dans le pire des cas, la maladie ou quoi que ce soit, qui puisse s'adapter à, bah, cette année, il y a le chantier de la maison à faire, donc en fait, si la boîte, elle me prend 70 heures par semaine, bah en fait, elle me Ça prend passe toute ma pas. vie, et puis en fait, il n'y a rien d'autre qui est possible, quoi, tu vois. Ok. Et comment tu arrives à... T'as pas cette petite voix, moi je l'ai en tout cas, qui me dit,
Vas-y, Paul, bosse 2 fois plus et fais 2 fois plus de chiffre d'affaires, tu vois. Est-ce que tu l'as, cette petite voix? Et si oui, comment tu la gères? Je l'ai pas trop. Ah, trop En bien. fait, disons, le premier truc qui me vient quand j'entends ça, c'est pourquoi faire? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc après, moi, je suis pas du tout en train de dire, c'est pas moi qui vais vous faire le discours de oui, l'argent, on s'en fout, machin. Non, 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 non. Alors, à un moment donné, vous avez besoin de d'argent pour X et Y trucs de vos vies qui me regardent pas. Donc c'est pas du tout pour faire le discours de oui, l'argent s'en fout, tu vois. Surtout que bien entendu, vous avez une inflation, donc nécessairement, si vous vous rémunérez de la même manière depuis 6 ans, bah, en fait, votre salaire, il a évidemment pas le même poids dans vos dépenses, puisque entre-temps, vous avez une inflation, puis peut-être un rythme de vie qui a augmenté, parce que vous avez acheté, parce que vous êtes devenu parent, parce que malheureusement, je sais pas, vous avez des parents malades, enfin bon, bref, que sais-je, la vie, vous, vous avez investi dans des trucs, machin. Bon, bref. Euh, donc moi, j'y ai pas trop ce truc-là. Par contre, ce que je peux avoir, c'est le truc de là, il va falloir augmenter les revenus pour X et quelque chose de ta vie personnelle. Euh, et donc là, ma première question, c'est petit 1, est-il possible que j'augmente mes revenus sans toucher à mon temps de travail? Traduction, comment je fais pour que les 25 heures semaine soient plus rentables que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui n'est pas rentable ou pas assez? Ça dégage. Qu'est-ce qui est déjà rentable et qui pourrait l'être davantage? Voilà, donc je vais essayer de réarranger là-dedans, tu vois. Et si vraiment en dernière instance, je dis bon, en fait là, il n'est pas possible d'atteindre cet objectif sans augmenter le temps de travail, bah c'est justement pour ça que je l'ai optimisé à 25 heures, c'est qu'en fait je peux sans problème faire 5 heures de plus, c'est pas non plus, tu vois, si tu fais 65 heures par semaine, 5 heures de plus, ça commence à être vraiment très compliqué, quoi, tu vois. Bon, là, alors moi, quand je dis 25 heures, je fais 25 heures de temps traqué. Donc, c'est plutôt Hmm. 30 heures, on va dire, devant l'ordi. Hein, donc là, c'est vraiment le temps concentré. Euh, mais voilà, je veux dire, 25 heures de temps traqué, tu peux monter à 30. La semaine, elle peut encore l'absorber, quoi, tu vois. Ouais, 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 je vois. Je sors grandi de tout ça, donc merci, j'absorbe petit à petit. J'adore. Euh, J'aime bien terminer ces échanges avec Oui. 5 que j'appelle réponses flash. Ok. L'idée, c'est que je vais te poser 5 questions. Le but, Ouais. c'est pas de s'étendre sur les réponses. Tu vois, ça peut être Ok. un mot, une phrase. Si tu veux faire un petit paragraphe, il n'y a pas de souci, je vais pas te couper la parole. Mais en gros, l'idée, c'est d'aller rapidement, quoi. Es-tu prête? Je suis prête. Allez. Alors, la phrase qui te fait immédiatement douter du sérieux d'un accompagnant. Oh putain. La phrase qui me fait douter tout de suite du sérieux d'un accompagnant. Ah là là, c'est une phrase essentialiste souvent. C'est une phrase du type, tu sais, il faut que tu te connectes à ta vérité intérieure, hein. Voilà, ça, je suis en mode, genre, oulala, 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 qu'est-ce que tu me racontes là? Voilà, Bon, c'est bon. Deuxième question. Quel est le concept de développement personnel qui t'agace le plus? le pervers narcissique. Est-ce que tu peux me parler plus? Ah, Parce que ah je là, tombe tu veux un beaucoup paragraphe dessus. du coup. Là, je veux le paragraphe. Mais non, mais parce que avant de parler, moi, d'entrepreneuriat web comme ça, j'avais un site qui parlait des personnes surdouées et hypersensibles. Ouais. Et il y avait beaucoup, surtout dans l'univers de l'hypersensibilité, de gens qui venaient me voir en m'expliquant que vu qu'ils étaient hypersensibles, ils attiraient tous les pervers narcissiques. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un bise là-dessus, énorme, sur comment te défendre du pervers narcissique, tout ça. J'ai jamais vraiment compris de qui on parlait. Et je serais curieux de savoir si tu comprends de qui on parle. C'est quoi cette histoire, en fait? Ben, le premier problème que j'ai, c'est le même que le tien, c'est de qui vous parlez. Ok, bon ben En fait, voilà. j'ai plusieurs problèmes avec ça. Disons que, en fait, pervers narcissique en psycho, c'est pas une catégorie, une classification qui est reconnue. Au demeurant, il ne s'agit pas du tout de nier le vécu des victimes de ces personnalités, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre, c'est le truc d'avoir utilisé à tout va, oui, mais lui, il est pervers narcissique, je sais pas quoi. Bon, déjà, la question de la perversion en psycho, c'est déjà un truc qui fait débat entre ceux qui la reconnaissent, ceux qui la reconnaissent pas, ceux qui la reconnaissent mais qui sont pas d'accord sur ce que c'est, sur ce que c'est pas. Bon. Après, pervers narcissique, c'est un peu l'eau ça mouille, c'est-à-dire que un des caractéristiques de la perversion, c'est le narcissisme. Donc, bon.
Après, bon, pourquoi pas, ok, je suis un peu de mauvaise foi, parce que bon, je pourrais entendre qu'on fait une précision de pervers narcissique pour appuyer, admettons, que c'est une catégorie de la perversion qui est particulièrement marquée par tableau narcissique et moins marquée par tableau antisocial, par exemple. Ok, bon, admettons. Ensuite, on n'a pas de définition très claire de ce truc-là, Mm. euh, précisément parce que ça n'est pas une classification officielle. Alors moi, qu'on se comprenne bien, je suis pas une très grande fan des classifications officielles. Ok. Je suis assez frileuse, on va dire avec ça. Mais pour autant, ça permet qu'on parle un langage commun, encore une fois, sur lequel on est d'accord ou pas d'accord. Mais là, du coup, c'est très difficile d'être d'accord ou pas d'accord parce que un coup, c'est le mec casse-pied de service, un coup, c'est un grand psychopathe tueur en série, un coup, c'est le manager. Enfin bon, tu vois, t'as quand même beaucoup de... Il y a un peu tout qui rentre, il y a un petit côté effet Barnum, en fait, dans ces Mm. définitions de ce truc-là. Ensuite, il s'agit effectivement pas de nier, certainement pas, le vécu, le ressenti des victimes, mais qui, à mon avis, mérite quand même des réponses plus concrètes que ce truc-là. Et enfin, c'est le moment où je vais pas me faire des amis dans ton audience, mais ça fait déjà 1h15, alors peut-être il y a- tout le monde a démissionné quand j'ai dit matérialisme dialectique et, des- et que du coup je peux parler librement. J'ai envie de paraphraser Mona Chollet, ce qui m'arrive pas souvent chez les féministes parce que c'est une féministe avec laquelle j'ai beaucoup de désaccords. Pour autant, j'aime bien sa formulation de pervers narcissique ou enfant saint du patriarcat. C'est que du coup, j'ai un peu le truc de, encore une fois, pervers narcissique, mais ça tombe pas du ciel. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, quoi? Pourquoi Mm. est-ce qu'ils se comportent de cette manière-là? Parce que si la définition qu'on me donne, c'est quelqu'un, souvent des hommes, mais pas que, bien sûr, si c'est quelqu'un qui harcèle, manipule, ment, prend l'ascendant, critique, etc., maltraite, etc., oui, j'appelle ça un dominant. Et donc, à ce titre, est-ce que nous n'aurions pas un problème, donc, avec le système de domination? Moi, je Ah, propose qu'on discute de ça, je ne sais pas, hein. on verra ce que les gens en pensent. Troisième question. Quel conseil tu donnerais pour éviter de tomber dans la culpabilisation? Là, je pensais beaucoup au quand on veut, on peut. Donc si je n'y arrive pas, c'est que je ne veux pas assez, tu vois. Mon conseil, en une phrase, pour lutter contre la culpabilisation, politisez votre réflexion. Ok. Ça, je peux le développer en deux phrases. Ma réponse phrase, c'est politiser ça. Et en deux phrases dessous, c'est-à-dire, ne vous faites pas gaslight par ces discours que tout est individuel, blablabla. Quand tu veux, tu peux, je sais pas quoi. Quand tu veux, tu peux. Pardon, je vais être désagréable, mais c'est une bêtise en fait. C'est quand tu peux, tu veux. Hmm. Oui, quand tu peux, tu veux. C'est-à-dire que quand tu as la possibilité, tu as la volonté qui découle de la possibilité. Mais quand t'as pas la possibilité, de toute façon, la volonté va pas te mettre en mouvement pour le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc ça n'a aucun sens. En plus, encore une fois, il y a un siècle de sociologie pour prouver que ce truc-là est couillon. Et puis au-delà de la question là précisément méritocratique, quand tu veux, tu peux. D'une manière générale, j'en ai un peu parlé au début de notre entretien. Cette culpabilisation, elle vient évidemment de tout cet argumentaire, cette idéologie individualiste, pathologisante, psychologisante. Tu vois, je peux donner un exemple très concret. Dans l'été, je fais un post parmi d'autres posts. Et ce post-là était une critique des contenus lifestyle. Et donc plutôt des créatrices de contenu lifestyle. Et donc de pointer le fait qu'il y avait derrière cette esthétique Pilates, matcha, appartement blanc, je vis à Bali, je sais pas quoi, un manifeste capitaliste qui avait là derrière. C'est-à-dire, il y a du mépris de classe, clairement, là derrière. Il y a de la dimension classiste, il y a de la dimension capitaliste, et il y a évidemment une dimension impérialiste dans le cas d'aller vivre à Bali, je sais pas quoi. Bref. Donc, je propose cette lecture-là de ce type de contenu, et il y a une entrepreneuse qui l'a pas très bien pris, mais ça c'est son bon droit légal et psychique, donc elle m'adresse un droit de réponse, enfin, elle me l'adresse pas directement, mais enfin bon, bref. Du coup, tout le monde m'envoie ce truc-là. Et en fait, ce qui m'a déçu, mais pas étonné, c'est que la réponse qu'elle adresse à mon contenu, et encore une fois, un contenu public appelle un droit de réponse public, il n'y a pas de problème, hein. Sauf qu'en fait, la réponse, c'est ces gens-là, en parlant de moi et des gens comme moi, je ne sais pas qui c'est, mais bon, pourquoi pas, nous sommes jaloux et tristes. Et en fait, je dis, Facile. mais oui, et puis c'est pas à la hauteur du débat. Enfin, je veux dire, tu vas me dire que moi je suis en colère et je suis triste, je vais te répondre que t'es dans le déni.
Oui, bon, super, on n'aura pas beaucoup fait avancer la réflexion. Et en fait, ce qui est flagrant là-dedans, c'est que je suis en train de te parler de structure, tu me réponds individu. Tu me parles de psychologie et écoute-moi, en fait, on est en désaccord. Et en fait, c'est là-dessus que nous sommes en désaccord. Tu es en train de me donner raison sans le vouloir. Parce que je suis en train de parler de structure et de dire les individus, là, sont pris dans des structures capitalistes, etc., impérialistes, machin. Et ta réponse, c'est de dire non, c'est pas les structures, c'est les individus. Bah oui, c'est ce que je suis en train de t'expliquer en fait. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Tu vois, donc toujours cette logique très psychologisante. Je me permets de rappeler qu'au demeurant, mes vécus internes ne concernent pas le sujet dont on était en train de discuter. Donc, au bien même je serais jalouse et triste, qu'est-ce que ça change, quoi, tu vois? Et puis, tu vois, c'est de la même manière, c'est-à-dire, mais en fait, tu as là des créatrices de contenu, ils passent des heures et des heures et des heures à lire des bouquins, à débattre, à réfléchir, à pondre des contenus, et la seule réponse que vous avez à me pondre, c'est ah, mais c'est parce que t'es jalouse et triste. Mais enfin, c'est pas à la hauteur de la discussion. Si vous soyez sérieux, restez concentrés, s'il vous plaît, quoi. Bon, bref. Alors du coup, voilà, voyez, soyez vigilants pour répondre à la question de la culpabilisation, à toutes ces logiques individualisantes, psychologisantes, voire, comme on l'a dit, psychiatrisantes, hein, avec l'éco-anxiété. C'est le cas de la charge mentale des femmes, tu vois. Ah, mais les femmes, elles ont trop de charge mentale parce qu'elles sont trop contrôlantes. Oui, la faute à qui? Ça sort d'où que les femmes, elles soient contrôlantes, en fait? C'est qu'elles sont seules à assurer la reproduction du travail de la nation entière. Donc oui, nécessairement, t'es obligé d'avoir des femmes très organisées. Parce qu'elles sont pas payées, je le rappelle, hein, c'est quand même un travail d'exploitation, le travail domestique. Hein, c'est quand même un travail non rémunéré, c'est du travail gratuit. Donc tu as une société tout entière qui tire profit d'une exploitation et qui après répond aux exploités, ah mais oui, mais vous êtes trop stressés. Bon, soit, je m'embarque pas sur la question patriarcale parce que je vais m'énerver. Et donc du coup, bah, vous voyez, ça c'est un autre exemple de pas, c'est ce que je veux dire par ne vous laissez pas gaslight. Sauf que ça, pour le voir, il faut l'avoir politisé. Quand je dis politisé, je parle pas de politique politicienne, je parle de politique avec un P majuscule. Littéralement la vie de la police, la vie de la cité, tu vois. C'est-à-dire de politiser tout ça. Vous devez comprendre. C'est ce que je me tue à leur dire en formation. Je les agace avec ça. Tu ne transformes Mhm. pas ce que tu comprends pas. Tu ne transformes pas ce que tu ne comprends pas. Tu dois travailler à comprendre pourquoi tu es dans cette situation. Pourquoi tu culpabilises toute la journée? Parce qu'ils te font culpabiliser tout le temps. Parce qu'ils vont te dire que c'est toi qui n'en as pas fait assez, c'est toujours toi le problème. De toute façon, eux apparemment, ils sont pas concernés. C'est comme le truc de les gens. Les gens comprennent pas, les gens sont cons, les gens. Oui, parce que toi, t'es pas les gens, toi. Toi, t'es une exception statistique, toi, t'es pas concerné, apparemment. Bon, soit. Et donc, c'est de comprendre, tu vois, pour les femmes qui m'écoutent, vous devez comprendre les fonctionnements de ce mode patriarcal et du coup, ce qui va créer chez vous. Parce que ça sera votre faute, là aussi, dans ce système-là. C'est vous qui êtes trop contrôlante, c'est vous qui êtes trop stressée, c'est vous qui en faites pas assez, c'est vous qui prenez trop de place, c'est vous qui parlez trop fort, blablabla, tu vois. Bon, je pourrais donner des exemples avec plein d'autres systèmes, mais du coup, le fait de politiser, ça permet de mieux le comprendre, ça permet de mieux s'en défendre aussi, et puis ça permet éventuellement de se rassembler en collectif, parce qu'il y a que dans le collectif que tu as le rapport de force suffisant. Pour toutes les questions de, je sais pas si c'est justice sociale le bon terme, mais du fait qu'on part pas tous avec les mêmes chances et tout ça que Mm. tu évoquais, que le monde était construit tristement de cette manière-là. Moi, je m'étais beaucoup éduqué via les vidéos de Blast Mhm. sur YouTube, que je trouvais très accessibles. Mhm. Et ils ont une journaliste qui est économiste, et je me demande si elle n'est pas sociologue aussi, qui fait du contenu chez eux que je recommande à tout le monde, du coup. Oui, Voilà, oui, c'était Blast, ma petite aparté. Blast est un très très bon média. Je- Des fois, on les attend au tournant parce qu'on les espère plus tranchés. Mais Ah, bon, ça, c'est du chipotage de ligne. Blast est un très bon média. Ils font beaucoup de vidéos différentes, beaucoup de formats, très hmm, accessibles, très clairs. Ils font du très ouais. bon taf et soutenez les médias indépendants aussi parce qu'ils ont besoin d'aide beaucoup. Il me faut de l'argent, ouais. Ouais. Ma quatrième question, qu'en relisant, je vois que tu as potentiellement un peu répondu déjà, c'est le truc Instagrammable dans l'entrepreneuriat qui est en réalité un mythe. Bah, je vais essayer de te trouver autre chose que le truc lifestyle, du coup. Le truc Instagrammable qui est dans Qui est un l'entrepreneuriat, qui est mythe. un... Ah, si, je peux t'en faire un autre. Bon, c'est un peu en lien, hein. No pain, no gain, machin, tu vois. Ah, oui. Le côté esthétique de la discipline. Hmm. Voilà. Allez, comme ça, Le je te bain donne un froid autre. à 6 heures.
Voilà, tu vois, la morning routine, je me suis levée à 3h45 ce matin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis d'une manière générale, tout le truc instagrammable de la discipline, la rigueur, blablabla, j'en avais fait aussi un post dans l'été. Bon, évidemment, il y a les trucs qui sont sous-entendus de méritocratie, tout ça, ce qu'on a déjà évoqué. Bon, dans le pire des cas, c'est une idéologie qui porte le pire en germe, hein, quand même. Hein. C'est des idéologies, dans le pire des cas, très fascistoïdes, quand même. Oh. Et dernière question, sur une note plus positive, un conseil pour entreprendre et être heureux. Un seul conseil pour entreprendre et être heureux, lequel je choisis. Le collectif. Allez, Comment je vais dire ça? ça. Pour entreprendre et être heureux, euh, ça dépend de la définition que vous mettez à être heureux. Hein. Moi, je pense que pour entreprendre et être heureux, il faut avoir la sensation de pouvoir, tu vois, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir entreprendre, de pouvoir changer quelque chose. Généralement, quand tu entreprends, c'est pour ça. A priori, tu as envie d'apporter un changement, une réponse, quelque chose, tu vois. Et donc, la transformation, l'émancipation, elle est toujours collective. Toujours. Alors, elle peut être du collectif entrepreneurial, moi je sais pas, les scopes, machin, ce genre de trucs, tu vois, les coworking, machin, ou le collectif, il peut être ailleurs, bien sûr, il peut être le collectif politique, il peut être le collectif militant, il peut être le collectif religieux, il peut être le collectif sportif, il peut être le collectif associatif, il peut être le collectif syndical, enfin bon, bref, il y a plusieurs manières de faire collectif, mais bah, comme ça, je vais terminer tranquillement en paraphrasant Marx, hein, l'émancipation, elle est toujours collective. Oh, Il n'y a que c'est le beau, collectif qui a le rapport de force suffisant pour changer quelque chose dans la vie des gens. c'est vrai. Trop bien. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et dont tu voulais parler? On a parlé quand même de pas mal de choses, hein. On a parlé d'accompagnement, on a parlé de systémique, enfin un petit peu. Enfin, après, on trouver des points dont on peut parler, on peut en trouver plein, hein. Mais qui seraient essentiels à la suite, disons, de ce que tu as évoqué. Allez, un dernier truc pour conclure, plutôt sur ce qu'on a évoqué, comme ça on n'ouvre peut-être pas un nouveau chapitre pour tes auditoristes. Euh, les coachs mentors à 2 balles, là. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Quand je dis de qui, c'est pas forcément les personnes en tant que telles. Moi, j'ai rien contre eux, je les connais pas. Hein. J'ai rien contre eux personnellement. Je les connais Oui. pas. C'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire politique. Donc, je voyais le genre de personnes auxquelles je fais allusion. Ces gens-là sont sûrement des gens très gentils. Au demeurant, c'est pas le sujet. Le truc, c'est de tout voir, tu vois, avec un prisme moral. C'est-à-dire, oui, mais il devrait être gentil, c'est pas gentil d'être méchant, blablabla. Bla bla. Oui, certes, soit, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas la question. La question, c'est qui parle, à partir d'où il parle, et qu'est-ce que ça produit quand il parle. Tu vois. On parle pas du même endroit. Homme-femme, on parle pas du même endroit. Blanc, racisé, riche, prolétaire, bourgeois, en salarié, que ça. Bon, bref, on parle pas du même endroit. Donc, qui parle, à partir d'où il parle, et qu'est-ce que ça produit quand il parle. Parce que si vous vous comparez tout le temps à des gens qui ont des conditions matérielles qui n'ont rien à voir avec les vôtres, bah, c'est une comparaison c'est assez abscon, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez vous comparer tant que vous voulez. Enfin, je veux dire, moi, je peux comparer toute la journée ma vie à Bernard Arnault. De toute façon, nous n'avons rien en commun. Ça n'a aucun sens. Cette comparaison n'a aucun sens. Bon, là, évidemment, je vous prends un exemple tout à fait excessif, mais c'est pour montrer à quel point, voilà, si tu passes ta journée à te dire, ouais, je suis vraiment une merde parce que moi, j'ai pas fondé Amazon. Oui, enfin bon, en même temps, t'as pas eu les conditions matérielles de Jeff Bezos pour arriver à fonder Amazon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, euh, petit 1. Petit 2, souvent, ces discours-là, comme je le dis souvent, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui louche, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui louche. Et généralement, ce qui est louche, c'est que ça brasse de l'air. Ça ne veut rien dire. Genre, là, j'ai dû, pour préparer ma formation esprit critique, je me suis infligée d'aller lire des articles de blog et des posts Instagram de ce milieu-là. En vrai, c'est à peine une blague, hein, tout à l'heure, quand je t'ai fait de la blague de pour plus avoir peur, sois courageux. C'est à peine forcé, hein, franchement, de trucs que j'ai lus. Et
Oui, merci Jean-Michel pour cette conclusion. T'es à ça du Nobel, hein, d'ailleurs, avec une conclusion pareille, vous voyez. Donc, ça brasse de l'air, comme ça dit des espèces de platitudes audiovisuelles qui ont pas beaucoup d'intérêt. Et donc, se méfier, en dernière chose, du coup, troisième point, notamment chez les coachs business, mentors business, etc., là, du côté de la psycho au sens large, méfiez-vous de ceux qui n'y connaissent rien en psycho. Bon, je pense que là, jusque-là, j'ai rien dit de fou. Et pour autant, et pour autant, il y en a un paquet, dont certains, vous voyez de qui je parle, qui sont très, 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 très connus chez les coachs francophones. Hein, un petit tour en licence de psycho, ça peut remettre les idées en place. Hein. Bon, là, je parle des coachs business, mentor business, machin. Moi, il y a un truc, il faut qu'on m'explique le saut qualitatif qui est possible pour qu'on arrive à ça. D'avoir des professionnels, si je comprends bien leur métier, c'est quand même d'accompagner des entrepreneurs et donc des entreprises à croître, se développer, grossir. Donc dans le modèle économique. Je crois que c'est ça l'idée. Gens qui, souvent, ne connaissent pas le modèle économique. Genre, tu leur Comment ça? demandes ce qu'est le capitalisme, ils savent pas. Oh, Tu leur demandes ce qu'est le marché, t'as une réponse floue. Alors la différence entre le capitalisme et le marché, alors là, t'en demandes beaucoup. Parce que alors là, t'en as perdu 99%. Le prix, la valeur, tout ça, c'est pareil. Bref. Moi, à chaque fois, je me dis, mais comment tu peux être un spécialiste, un expert de faire grandir des entreprises? Tu connais rien en économie, wesh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi ce délire collectif où on s'est tous mis d'accord pour dire ah non mais grave, mais génie le gars quoi. Non mais enfin par pitié, t'es une boussole qui indique le sud et tu te prétends être un guide pour les gens. Enfin s'il vous plaît, que tout le monde retrouve la raison. Vous allez quand même pas voir un psychologue qui a pas de connaissances en psycho. Vous allez pas voir un médecin qui connaît rien en médecine quoi. Enfin je ne sais pas. Ça y est, je suis désagréable. C'est la fin de l'épisode, je deviens désagréable. Enfin bon, d'une manière générale, vous avez compris ce que je voulais dire. C'était vous faites pas gaslight quoi. ouais, trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Laura. Si Avec quelqu'un plaisir. veut te contacter, par où est-ce qu'il passe? Alors, si c'est pour les insultes, Si c'est pour les insultes, vous la contactez pas. voilà. Si c'est pour me dire des mots doux. Non, dans tous les cas, le plus simple, c'est Instagram. Quoi qu'il en soit, c'est Instagram, donc bien dans ta boîte. C'est facile. De toute façon, tout est à bien dans ta boîte. D'accord. Et c'est l'endroit où je suis le plus joignable en DM ou que sais-je, quoi. Sinon, Trop le bien. site, hein, biendanstaboîte.fr. Je remettrai tous les liens dans la description. Euh, Merci beaucoup Laura d'avoir joué le jeu et d'être venue là. Ça me touche beaucoup. Et comme je te l'ai dit tout au long de notre échange, j'ai pris souvent des claques. Donc je suis ravi. Petit côté Contradiction. sadomaso. C'est la contradiction. Bah écoute, maintenant, il faut lire Marx. Et comme ça, tu vas découvrir la matrice et tu vas ressortir de ta lecture en mode genre, oh, mon Dieu, Mon je Dieu. vois la matrice dans laquelle je suis plongée. Oh là là. Bon, eh ben je vais me télécharger ça sur ma liseuse, ça va me faire du bien alors. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu en tout cas. Avec plaisir, à bientôt. Ciao, ciao.